Nah,
Bonjour tout le monde, je ne sais pas ce que vous m'entendez ou pas. Si vous m'entendez, vous pouvez saisir un message pour dire que c'est bon, le son est OK. Comme ça, on va commencer le cours. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, je vais... Si vous m'entendez, vous pouvez m'envoyer des messages pour dire que c'est bon pour commencer le cours. D'accord, oui. Bon, on va commencer. Donc, c'est le docteur Zehi. On va faire ensemble le cours sur la silicose. Je pense qu'il y a eu une erreur sur le programme. Donc, normalement, vous avez eu un cours ce matin avec professeur Geloui sur les TMS et maintenant, c'est le cours de la silicose, donc avec moi. Donc, vous avez déjà fait des pneumoconioses avec professeur Tola. Donc, vous avez commencé avec le... Bon, apparemment, il y a eu un problème de connexion. À chaque fois, ça se coupe et ça se reconnecte. Bon, on va essayer de continuer pourvu que ça ne se coupe plus. Bon, justement pour la silicose, donc c'est une pneumoconiose comme l'asbestose. Donc c'est une pathologie respiratoire due à l'inhalation prolongée de poussière de silice. Donc, la silicose, c'est une pneumoconiose grave. Elle est consécutive à l'inhalation prolongée de poussière de silice renfermant donc la silice libre, SiO2. Donc, il y a des caractéristiques des poussières de silice. Donc, il y a trois facteurs qui vont déterminer la nocivité des poussières de silice. Donc, selon ces critères, on va dire que ces poussières sont dangereuses, néfastes, qui vont engendrer des pathologies pour l'homme, ou bien elles ne sont pas graves et elles ne sont pas donc nocives pour la santé du travailleur. Donc, trois facteurs qui vont déterminer cette nocivité. Il y a la taille des molécules, la nature chimique de la silice et le nombre de particules qui existent dans l'air où il travaille l'individu. Donc, on va commencer par la taille. Donc, pour les tailles, la taille, pourquoi c'est important? Parce qu'au-delà d'un certain diamètre, les poussières elles deviennent respirables. Respirables comment? Elles vont aller jusqu'aux alvéoles. Donc, seules les particules qui sont respirables sont des particules qui sont dangereuses. Et la limite pour que ces poussières donc toujours avec ce problème de connexion. Donc j'espère que vous continuez à m'entendre. Bon, je vais continuer quand même. Si vous n'entendez rien, il vaut mieux écrire comme ça que je sache que vous n'arrivez pas à suivre le cours. Donc là, je vais continuer.
Donc, on a dit que la taille des particules, seules les particules qui sont respirables sont des particules dangereuses dont le diamètre est inférieur à 5 microns. Donc 5 microns, ceux qui parviennent aux alvéoles, ils sont appelés poussières respirables. Donc ça, c'est par rapport à la taille. Maintenant, euh, c'est par rapport à la nature chimique, donc la composition chimique de la silice. Il y a deux sortes de silice. Il y a la silice sous forme amorphe, qui est inerte, donc elle n'est pas dangereuse pour l'homme, elle ne peut rien faire. À l'état amorphe, la silice, elle n'est pas dangereuse pour l'homme. Mais à l'état cristalline, donc c'est un état qui est pathogène pour l'homme et elle existe sous différentes formes. Il y a le quartz, la cristobalite, la tridymite et la coïsite. Ce sont les différentes variantes de la silice cristalline. Donc, il y a deux formes de la silice, selon la nature chimique. Donc, il y a la forme amorphe et la forme cristalline. Seule la forme cristalline qui est dangereuse. Par contre, dans certaines situations, la silice amorphe, qui est normalement n'est pas pathogène, elle peut se transformer sous l'effet de certaines conditions de travail en silice cristalline. Par exemple, la très haute température. Donc, sous l'effet de haute température, la silice amorphe peut se transformer en silice cristallisée. Et ce phénomène explique pourquoi les opérations industrielles sont très dangereuses parce qu'elles peuvent transformer la nature de certaines molécules qui deviennent donc dangereuses pour l'homme. Reste la quantité des poussières inhalées. Donc, les quantités, il y a des normes qu'il faut respecter. Il y a la norme de la TLV ACGIH 96, c'est les poussières respirables. Elle est considérée le maximum 0,1 mg par mètre cube. Et pour la cristobalite et la tridymite, c'est encore moins parce que ce sont des molécules de silice cristalline qui sont encore plus dangereuses. Donc, la concentration dans l'air, elle est encore inférieure pour qu'elle puisse engendrer des pathologies. Donc, elle est estimée à 0,05 mg par mètre cube. Donc, ces deux valeurs ne doivent pas être supérieures dans un milieu de travail. Comme ça, on va limiter l'exposition à ces risques. Maintenant, les sources d'exposition. Les sources d'exposition pour avoir donc des pathologies secondaires à la profession. Donc, il y a en premier lieu les travaux souterrains. Donc, les travaux souterrains représentés par les travaux miniers. Les travaux miniers, c'est au niveau des mines, ceux qui vont creuser au niveau des mines pour extraire les minerais essentiels comme matière première dans les différentes industries. Les travaux publics comme les percements de tunnels, les constructions de barrages, les travaux de carrière. Donc, les travaux de carrière, c'est là où on effectue les opérations de broyage, de concassage des minerais qui sont extraits des mines. On va les envoyer au niveau des carrières pour être broyés et concassés pour extraire justement le minerai pur. Donc, toutes ces opérations, elles sont très dangereuses parce qu'il y a creusement de la terre et au niveau de la terre, il y a une très grande concentration de silice. Donc, là où il y a un creusement de la terre, il y a une exposition à la silice. Il y a aussi les travaux de fonderie. Travaux de fonderie, donc les industries. Là où il y a des opérations, donc on a dit surtout la chaleur, il y a transformation de certaines matières. Donc, il y a des opérations de décochage, ébarbage et meulage. C'est quoi le décochage, ébarbage et meulage? Donc, c'est dans les travaux de fonderie, on va essayer de construire des moules, des pièces métalliques à partir de moules. Donc, on va verser la fonte, donc qui est l'acier très, très chaud. On va verser la fonte au niveau des moules. Les moules sont construits à base de sable aggloméré. Donc, le sable aggloméré, il est constitué de silice. Lorsqu'on déverse la fonte au niveau du moule, la chaleur, elle va dégager la silice. Donc, ça, c'est une opération qui va dégager de la silice. En plus, il y a les barbages et les décochages. Décochage, c'est extraire la pièce moulée de son moule. Lorsqu'on va extraire la pièce, donc on va être exposé à dispersion de poussière de silice. Les barbages, c'est lorsqu'on obtient la pièce métallique qu'on a voulu, on va essayer de la rendre plus nette. Donc, on va se débarrasser de tous les extraits qui sont en plus. Donc, là, ces opérations, ça s'appelle les barbages. Et lors de cette opération, donc, on va dégager
du sable parce que la pièce, elle va avoir des résidus de sable parce que le moule, il est constitué de sable. Donc, lorsqu'on extrait ces résidus de la pièce moulée, on va être exposé aux poussières de silice. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des travaux de fonderie, il y a une très forte exposition à la silice. Il y a aussi la réparation et la démolition des hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, c'est les fourneaux au niveau des grandes industries qui résistent à de très hautes températures. Donc, la réparation de ces hauts fourneaux, elle est effectuée par les maçons fumistes. Donc, les maçons fumistes, ce sont les personnes qui vont démolir et entretenir ces hauts fourneaux. Les hauts fourneaux sont faits à partir de revêtements en briques réfractaires. Donc, les briques réfractaires, ce sont des briques un peu spéciales qui vont résister à de très hautes températures. Et pour être spéciales, elles sont constituées à partir de la silice. Donc, les briques réfractaires contiennent de la silice. Lorsque le maçon fumiste, donc comme on voit sur la photo, le maçon fumiste va démolir ou bien reconstruire un haut fourneau à partir de ces différentes briques qui sont fabriquées à partir de silice. Donc, il va être exposé à la poussière de silice, donc soit lors de l'entretien, lors de la pose des briques ou bien lors de la démolition des fours. Il y a les opérations de sablage. Donc là, c'est un individu qui va effectuer un jet de sable grâce à ce gros tuyau, un jet de sable de très forte pression sur ces pièces métalliques, dans le but de ramollir ces pièces métalliques. Donc elles vont devenir lisses donc, grâce à ces opérations. Donc c'est la propulsion d'un jet de sable sous haute pression en vue d'effectuer un polissage des pièces métalliques. Donc le terme technique, c'est le polissage. Donc on va de faire en sorte que la pièce métallique devienne lisse, d'une surface lisse. Donc, le sable, il contient de la silice et un jet de sable sous haute pression, ça va entraîner un empoussiérage vraiment massif. Il y a d'autres sources d'exposition, comme par exemple l'industrie de porcelaine, la faïence, la céramique, les grès sanitaires, parce que tout ça sont fabriqués à partir de pâte qui est constituée de silice. La verrerie et la cristallerie, on sait tous que les donc, rebonjour. Donc, on est arrivé aux autres sources d'exposition, les verreries et la cristallerie. Donc, les verres sont constitués à partir de sable et le sable contient de la silice. Donc, il faut se mettre en tête que le sable contient de la silice. Tout ce qui est fabriqué à partir de sable, les opérations de fabrication ou bien de démolition de ces pièces vont entraîner l'exposition à la silice. Par exemple, le broyage du sable. Parfois, dans certaines industries, on a besoin de différents diamètres de sable. Donc, c'est pour ça qu'on effectue des broyages du sable pour obtenir un sable de différents diamètres. Le taillage et le polissage des pierres riches en silice. Donc, les pierres, lorsqu'on taille des pierres, les tailleurs de pierre, ceux qui font des statues ou bien des structures en pierre, sont exposées à la silice. Non seulement les pierres contiennent de la silice, mais aussi le fait de taper avec un marteau sur une pierre, donc ça dégage de la chaleur. Donc même si la silice elle est amorphe, donc sous l'effet de la chaleur, elle va se transformer en silice cristalline. Donc ça, ce sont les différentes sources d'exposition à la silice. Donc c'est important de le savoir parce que lorsqu'on reçoit un patient, le fait d'avoir connaissance de sa profession peut nous orienter vers une pathologie donnée. Donc maintenant, c'est la symptomatologie. La symptomatologie de la silice, la silicose plutôt, a un délai d'apparition très lent parce que le mécanisme d'action il est très lent. Donc il faudra plusieurs années d'exposition pour pouvoir commencer à avoir une symptomatologie. Donc plusieurs années d'exposition, environ 10 à 15 ans, sauf, pardon, donc en cas de poussiérage massif, le délai il est plutôt plus court.
Donc, parce que lorsqu'il y a un empoussiérage qui est très important, le risque d'avoir la pathologie plus tôt, il est vraiment plus élevé. Donc, généralement, on a une symptomatologie radiologique avant d'avoir une symptomatologie clinique. Donc, c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on a apparition des symptomatologies cliniques lors de la silice, ça veut dire qu'il y a plusieurs années déjà qu'il y a des apparitions de signes radiologiques. Donc, les signes cliniques apparaissent plusieurs années après l'apparition des premiers signes radiologiques. Donc, les symptomatologies cliniques, elles sont représentées par des symptômes qui sont non spécifiques. En premier lieu, il y a la dyspnée, c'est le symptôme majeur. Donc, pour avoir une dyspnée, ça veut dire qu'il y a vraiment une durée d'exposition très importante. Il y a aussi de la toux avec une expectoration, des douleurs thoraciques, des hémoptysies et, état général, il est habituellement conservé, surtout au début. Après plusieurs années d'évolution avec une symptomatologie pareille, on peut avoir une dégradation de l'état général avec une asthénie, un amaigrissement, etc. Donc, la symptomatologie clinique, elle est essentiellement représentée par la dyspnée, accompagnée parfois de toux et d'expectoration. Les hémoptysies, elles sont présentes lorsqu'il y a généralement association à la tuberculose. Le plus important, c'est la radiologie, parce qu'il y a apparition des signes radiologiques bien des années avant l'apparition des signes cliniques. Pour les signes radiologiques, il y a une classification, la classification du Bureau international du travail, le BIT, qui classe les pneumoconioses en général selon une classification précise. Donc, il y a la classification des petites opacités et il y a une classification des grandes opacités. Donc, les petites opacités, on va les classer selon la densité, donc le nombre des petites particules sur la radio, donc l'abondance des opacités au niveau de la radio. On va les classer selon la taille des opacités et selon la forme, quelle est la forme, soit la forme arrondie ou bien la forme irrégulière. Après, on aura la classification de grandes opacités. Donc, il faut se mettre en tête qu'il existe deux types de classification. La classification des petites opacités, donc des critères avec lesquels on va classer les petites opacités et des critères avec lesquels on va classer les grandes opacités. On va commencer avec les petites opacités. Donc, je ne sais pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire au fur et à mesure vos questions, comme ça je vais répondre dans la foulée. Donc, on va commencer par le premier critère qui est la densité. Donc, on a dit la densité, c'est l'abondance ou bien le nombre des opacités sur la radio. Donc, la densité, il y a 4 catégories. Catégorie 0, ça veut dire absence d'opacité, une radiographie pulmonaire normale. La catégorie 1, ce sont des petites opacités en nombre relativement faible. Donc, la catégorie 1, on va retrouver quelques petites opacités, mais leur nombre est vraiment faible. Pour la catégorie 2, c'est le nombre des petites opacités, il va être plus abondant que dans la catégorie 1. Et la catégorie 3, il y a de très nombreuses petites opacités. Là, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais là, si vous avez compris, vous allez me dire que cette classification, elle est vraiment subjective. Donc, c'est selon ce qu'on voit. Certaines personnes vont classer une radiographie comme nombreuses petites opacités, certaines personnes très nombreuses petites opacités. C'est pour ça que le Bureau international du travail a mis en place des radiographies type pour chaque catégorie avec laquelle on va comparer la radiographie du patient. Comme ça, on va se guider par rapport aux différentes catégories. Donc, il faut se mettre en tête qu'il existe 4 catégories. La première, c'est absence d'opacité. La deuxième, ce sont des petites opacités en nombre faible. La troisième, c'est la catégorie 2 avec des nombres d'opacités plus abondantes que la catégorie 1. Et la catégorie 3, c'est de très nombreuses petites opacités. Pour encore affiner cette classification, on peut agrandir l'échelle de la densité. Donc, au lieu d'avoir 4 catégories, 0, 1, 2, 3, on peut avoir 12 sous-catégories. Donc, la première catégorie qui est 0, on peut mettre moins 0, 0, 0 ou bien 0, 1. La catégorie 1, on peut mettre 1, 0, 1, 1, 1, 2 et ainsi de suite. Donc, la différence, par exemple, entre 1, 2 et 2, 1, c'est quoi? Lorsqu'on met 1, 2, ça veut dire qu'on classe la catégorie, on classe la radiographie selon la catégorie 1. Ça veut dire faible, petites opacités. Mais on peut, certaines personnes peuvent classer cette radiographie selon
la catégorie 2. Mais la catégorie qui prime, c'est la catégorie 1. Par contre, la classification 2-1, ça veut dire que cette radiographie appartient à la catégorie 2, ça veut dire de nombreuses opacités plus abondantes que la catégorie 1, mais elle peut être classée selon la catégorie 1. Mais la catégorie qui prime, c'est la catégorie 2. Donc ça, c'est justement pour essayer d'affiner un petit peu cette classification. Donc les grandes catégories, c'est le 0, 1, 2 et 3. Et après, on peut avoir plusieurs sous-catégories. Donc, pour chaque catégorie, il y a 3 autres sous-catégories pour justement essayer d'affiner encore un peu plus les différentes catégories selon la densité, donc selon l'abondance des opacités sur la radiographie. Après, on a la forme et la taille, les 2 autres critères pour classifier une radiographie de silicose. Donc, les opacités arrondies et les opacités irrégulières, ce sont les deux formes de la classification des petites opacités. C'est vrai que c'est très subjectif, mais grâce aux radiographies type du BIT, des pneumoconioses, on peut être plus ou moins précis en comparant donc, la radiographie du patient avec les différentes radiographies du BIT. Donc, pour les opacités arrondies, il y a différentes tailles, et pour les opacités irrégulières, il y a les mêmes tailles que pour les opacités arrondies. Donc, ils ont mis des lettres pour différencier entre opacité arrondie et opacité irrégulière. Donc, les opacités arrondies, dont le diamètre est inférieur à 1,5 mm, c'est le P. Le Q, c'est entre 1,5 mm et 3 mm. Et le R, c'est 3 à 10 mm. Donc, PQR, c'est les opacités arrondies. STU, c'est les opacités irrégulières. Pareil pour les différents diamètres ou bien les différentes tailles inférieures à 1,5 mm, entre 1,5 et 3, et entre 3 et 10 mm. Donc, je vais récapituler tout ça. Donc, pour les petites opacités, il existe 3 critères. La densité, la forme et la taille. Donc, pour la densité, donc on va revenir à la densité pour bien comprendre. Pour la densité, il y a 4 catégories. Soit absence d'opacité, c'est la catégorie 0. Soit petite opacité en nombre faible, c'est la 1. Soit de nombreuses petites opacités, c'est la 2. Et très nombreuses petites opacités, c'est la 3. Donc ça, ce sont les 4 grandes catégories. Mais on peut affiner cette classification par rapport à la densité en faisant pour chaque catégorie 3 sous-catégories. Donc, pour la catégorie 0, moins 0, ça veut dire vraiment, pratiquement, elle est normale. 0, 0, on est sûr qu'elle est normale. 0, 1, ça veut dire qu'on penche plutôt pour une radiographie normale, mais elle peut être classée comme une radiographie avec de faibles petites opacités. Par exemple, la 2-2, ça veut dire qu'on est sûr qu'il s'agit d'une radiographie avec de nombreuses opacités. 2-3, ça veut dire que c'est une radiographie qui va être classée. Donc voilà, je suis désolée, ça se coupe à chaque fois. Donc la 2-3, ça veut dire qu'elle est classée dans la catégorie 2, de nombreuses petites opacités, mais elle peut être classée selon la catégorie 3. Alors on met le 2 en premier parce qu'on privilégie plutôt la catégorie 2 par rapport à la catégorie 3. Par contre, 3-2, on va privilégier la catégorie 3 par rapport à la catégorie 2. Ça, c'est pour ramener plus de précision dans la densité. Après, il y a la taille donc, et la forme. Pour la forme, donc, il existe 2 formes, la forme arrondie et la forme irrégulière. Donc, la forme arrondie, il y a plusieurs diamètres, P et QR, inférieurs à 1,5, entre 1,5 et 3 mm, et entre 3 et 10 mm. Irrégulière, selon la largeur, donc la taille des opacités irrégulières, inférieure à 1,5 CS, entre 1,5 et 3 CT, et entre 3 et 10 mm CU. Donc là, on se rend compte que le maximum de la taille d'une petite opacité, c'est 10 mm. 10 mm, ça veut dire c'est 1 cm. Donc, les petites opacités ne vont pas dépasser les 10 mm. Donc, c'est pour ça on va après dire qu'il pourra exister des opacités mixtes. Ça veut dire différentes tailles, différentes densités et différentes formes.
Donc, on peut avoir une radiographie avec des opacités arrondies et irrégulières, de taille inférieure à 1,5 ou entre 1,5 et 5 et 3 ou entre 3 et 10. Donc, on peut avoir des radiographies où il existe plusieurs images. Mais on va noter l'image qui prime en premier. Par exemple, une radiographie qui a des images en forme de Q, ça veut dire de forme arrondie entre 1,5 et 3 mm, mais aussi le T. Le T, c'est irrégulière entre 1,5 et 3 mm. Mais on note aussi qu'il existe plus de opacité sous forme Q que sous forme T. Et 2, 3, ça veut dire on classe la radio en catégorie 2, ça veut dire de très nombreuses opacités, plutôt que très très nombreuses opacités. Donc ça reste relatif et ça reste subjectif selon l'œil de l'examinateur. Mais je vous dis encore une fois qu'il existe des radiographies standards type de la BIT qu'on va comparer la radiographie. Donc, on va mettre des catégories similaires et on va essayer de placer cette radiographie le plus précisément possible selon les radiographies type qu'on a. Donc, il faudra juste mettre en tête qu'il faut classer les opacités selon la densité, selon la taille et selon la forme. Ça, c'est pour les petites opacités. Pour les grandes opacités, donc il y a 3 stades. C'est plus simple. Il y a le stade A, B et C. Donc, le stade A, c'est une ou plusieurs opacités ayant chacune un diamètre supérieur à 10, parce que les petites opacités, ça ne dépasse pas les 10. Donc, lorsqu'on a des opacités supérieures à 10 mm, ça veut dire que ce sont des grandes opacités. Soit une seule, dont le diamètre est entre 10 et 50 mm, ou bien plusieurs opacités dont le diamètre est supérieur à 10, mais dont la somme des différents diamètres est inférieure à 50. Donc, ça, c'est la catégorie A. Donc, soit une seule supérieure à 10 et inférieure à 50, ou bien plusieurs, les différentes opacités ont un diamètre supérieur à 10 et la somme de ces opacités sont inférieures à 50 mm. Ça, c'est le stade A. Ici, c'est un schéma qui va démontrer le tiers supérieur du poumon droit parce qu'on en a besoin pour continuer à classer les différentes images. Donc, tiers supérieur du poumon droit, c'est celui-là. Donc, pour cette classification, ils ont divisé le poumon en 3, que ce soit à gauche ou bien à droite. Ce n'est pas comme la classification, la division anatomique. Donc, 3 niveaux, que ce soit pour le droit ou bien pour le gauche. Le stade B, c'est les surfaces totales des opacités sont inférieures ou égales à l'équivalent du tiers supérieur du poumon droit. Donc, on va déterminer les différentes opacités. On va calculer la somme de ces différentes opacités, la surface totale de ces différentes opacités. Si elles dépassent le tiers supérieur du poumon droit, ce n'est pas le B. Mais si elles sont inférieures au tiers supérieur du poumon droit, ça veut dire que c'est la classification du stade B. Le stade C, c'est la surface totale des opacités qui sont supérieures ou à l'équivalent du tiers supérieur du poumon droit. Donc, c'est plus simple pour les grandes opacités. Le A, c'est une opacité dont le diamètre est supérieur à 10 et inférieur à 5. Bon, rebonjour encore. Donc, le stade A, c'est des opacités supérieures à 10 et inférieures à 50, soit une seule, soit plusieurs, dont la somme est inférieure à 50 mm. Le stade B, c'est le total de la surface des opacités inférieures au tiers supérieur du poumon droit. Et le stade C, c'est la surface totale des opacités supérieures à l'équivalent du tiers supérieur du poumon droit. Donc ça, c'est la classification des grandes opacités. Maintenant, on va passer aux caractéristiques radiologiques de la silicose. Donc, au niveau de la radiographie pulmonaire, on va retrouver des opacités qui sont nodulaires, qui sont indélébiles. Une fois instituées, ils ne peuvent pas disparaître. Elles sont bilatérales et constantes dans les deux poumons, pareil au niveau des deux poumons. Elles sont symétriques. Il y a une atteinte initiale au niveau des apex et des bases, mais il y a une prédominance hilaire. Donc, au début de la pathologie, on aura des atteintes au niveau des apex et des bases. Après, il va y avoir une prédominance au niveau des îles. Pour l'évolution des images radiologiques, donc, par exemple, le stade Q1, ça veut dire catégorie 1 de faible abondance.
et Q, ça veut dire arrondi entre 1,5 et 5, 1,5 et 3 mm plutôt. Donc, ce sont des fins micronodules. Après plusieurs années d'exposition, on va passer au stade Q2. Après plusieurs années d'exposition, on va passer au stade Q3. Donc, à chaque fois, on avance. Q2, ça veut dire catégorie 2. Ça veut dire les opacités, elles sont plus nombreuses. Et Q3, ça veut dire que les opacités, elles sont vraiment très, très nombreuses. On aura presque la totalité du poumon qui est atteint. Et pour passer d'un stade à un autre, il faut plusieurs années d'exposition, minimum une dizaine d'années d'exposition. Dans certaines études, ils disent qu'au niveau du stade Q1, si on peut extraire le travailleur de son milieu qui est dangereux, on peut stopper l'évolution de la maladie. Au-delà de ce stade-là, il y aura une évolution de la pathologie, même s'il y a une extraction du milieu dangereux. Donc là, ce sont différentes images d'un cas de silicose. La silicose Q2, ça veut dire de nombreuses petites opacités. Donc tout ce qui est en blanc, c'est des petites opacités dont le diamètre est entre 1,5 et 3 mm. Q3, vous voyez là la différence. Q2, il existe des plages noires. Q3, c'est pratiquement un poumon qui est blanc. Donc, la totalité du poumon est atteinte. Là, c'est la catégorie B. Ce sont de grandes opacités. Là, c'est une grande opacité. Là aussi, c'est une grande opacité. On remarque à l'œil que le diamètre est supérieur à 50, ça veut dire stade B. Et ça, si on additionne avec cette surface et cette surface, ça ne va pas dépasser le tiers supérieur du poumon droit. Donc, ça veut dire que c'est une catégorie B. Là, c'est la catégorie C. On remarque que ce sont des grandes opacités. Donc, ce n'est pas des petites opacités, ce sont des grandes opacités dont la totalité de la surface, elle va dépasser le tiers supérieur du poumon droit. Là, c'est une silicose qui est compliquée par un épanchement. Là, ça se voit. Là, pratiquement, on peut dire que c'est le stade 2, catégorie 2. Et là, c'est une amputation. La blancheur qui existe là, c'est un épanchement liquidien. Probablement, c'est une tuberculose associée à une silicose. Donc, pour l'EFR, maintenant, la spirométrie, donc on peut avoir différents aspects. Ce n'est pas spécifique à la silicose. Donc, on peut avoir un trouble mixte, un trouble obstructif ou bien un trouble restrictif. Mais bon, plus fréquemment, on va retrouver probablement un trouble mixte. Ça veut dire diminution de la capacité vitale et diminution du VUMS. Maintenant, les formes cliniques. Les formes cliniques, il existe plusieurs formes cliniques de la silicose, selon l'évolution, selon l'aspect radiologique et selon l'association à d'autres pathologies. Donc, selon l'évolution, il y a la silicose discrète, latente. Donc, ce sont des silicoses qui apparaissent après plusieurs années d'exposition. 20, 30, 40 années d'exposition, on peut avoir une silicose qui est discrète. La silicose suraiguë, c'est une